Chaque matin, ils sont sur la première ligne de l'info. Catherine Gauthier, Rebecca McConnell et Raphaël Bouvier-Auclair donnent le ton à votre journée. Suivez la nouvelle émission Première ligne du lundi au jeudi 6h, heure de l'Est. Ici RDI. Nous sommes le mercredi 10 septembre. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Au menu de l'émission, aujourd'hui, on va revenir dans les prochaines minutes avec mon collègue Jean-Philippe Robillard sur ce qui s'est passé en Pologne au cours des dernières heures. En fait, dans la nuit de mardi à mercredi, le pays, on sait, membre de l'OTAN, a dû déployer ses défenses aériennes pour détruire des drones russes qui ont pénétré son espace aérien après une attaque dans l'ouest de l'Ukraine. C'est la première fois que Varsovie intervient contre des appareils russes depuis le début de la guerre. Les dirigeants polonais qui ont parlé de provocation à grande échelle. Ce sera à suivre, évidemment, les impacts de cet événement-là dans cette guerre que mène la Russie en Ukraine. Et donc, Jean-Philippe Robillard va nous expliquer donc le fil des événements, les tenants et aboutissants de tout ça dans les prochaines minutes. Autour de la table avec moi, à cette heure-ci, déjà, Julie-Jasmine Boudreau et Véronique Mirand. Bonjour à vous deux. Bonjour, Mathieu. Alors, on va, Julie-Jasmine, se parler tout à l'heure. Il est beaucoup question du TIFF, du Festival international du film de Toronto, ces jours-ci, 50e anniversaire. Il y a un festival de cinéma aussi qui se tient et qui commence ces jours-ci à Québec. Oui, ça commence d'ailleurs aujourd'hui. C'est ça, c'est le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Et ce festival vise à être le plus citoyen au pays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je vous explique ça tantôt. Parfait. On vous retrouve un peu plus tard vers la fin de l'émission. Faisons le tour des prévisions de la météo. Ben, qu'est-ce que ça veut dire pour le temps qui nous attend aujourd'hui? Encore du soleil, de la chaleur? Exact. Encore du beau temps. Ben, alors, séquence très agréable à vivre. Bon, on poursuit sur la lancée ensoleillée. Petit brouillard ici et là, des fois tôt le matin. Ciel, des fois, qui devient voilé. On parle de fumée, des feux de l'ouest, mais très en altitude. On les sent pas tant que ça. Non, on sent pas d'odeur. Rien non plus pour altérer la qualité de l'air. Donc, du beau temps. Du beau temps. On poursuit comme ça. Plus chaud qu'hier. Donc, 23-25 aujourd'hui. 24 peut-être dans l'ensemble. Presque pas de vent la nuit prochaine. On aura quelques nuages qui vont s'amener au cours de la nuit. Donc, 14 à Montréal. Ça variera entre 7 et 10 degrés là, en secteur montagneux. Et demain, variable un peu le matin. Ces nuages-là se tassent quand même rapidement. C'est une belle journée aussi. 21-23 degrés et du beau temps aussi vendredi avec des températures de 18 à 19. C'est la nuit de jeudi à vendredi qui sera peut-être un petit peu plus fraîche. On aura du 3-4 degrés là, vers l'Estrie, les Laurentides. D'ailleurs, 4 au Mont-Tremblant ce matin. C'est sûr que c'est pas chaud, mais ça va grimper assez rapidement. 13, c'est ce qu'on a au centre-ville, 7 en Estrie, 9 à Québec, 11 du côté de l'Outaouais. Il y a que la région de l'Abitibi qui demeure encore sous le couvert nuageux aujourd'hui avec quelques averses qui devraient cesser graduellement. Ça va se dégager ce soir. Possibilité de gel au sol la nuit prochaine pour la région de l'Abitibi avec un minimum de 4 degrés. Le soleil sera de retour demain. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. Beau temps aussi, un petit peu plus nuageux en fin de journée. 21-22 degrés, 30-40 de possibilité d'une averse ce soir. Pour ce qui est de la Gaspésie, la Côte-Nord, du côté de la Gaspésie, on maintient un soleil bien dominant. 24 degrés quand même pour Gaspé à cette période-ci de l'année. Ça s'ennuagera ce soir. Ce sera un peu plus couvert demain. Un petit peu plus de nuages vers la Côte-Nord, mais dans l'ensemble, pas de précipitations. C'est une probabilité qui est assez faible. La quinzaine de degrés aujourd'hui. Ça va se redégager sur le nord de l'Ontario dès ce matin. Une vingtaine de degrés au thermomètre, 22 vers Sudbury. Ça restera un petit peu plus nuageux au cours de la journée, mais si vous allez vers le sud, Toronto, Windsor, Ottawa, 24, 25, soleil généreux là aussi. Ça reste des conditions qui sont assez chaudes dans les prairies dans l'ensemble. C'est du 25 à 28 degrés. On y va avec un ciel variable à ensoleillé. Faible probabilité d'averse vers Edmonton et Calgary en fin de journée. Fumée, principalement à Edmonton, avis sur la qualité de l'air ce matin. Et du côté de Vancouver, une tendance au dégagement, 23 au thermomètre encore aujourd'hui. Donc, c'est du temps relativement chaud dans l'ouest qui se poursuit.
Chez nous, je dirais que c'est agréable aussi, autour de 24-25. Ce sera un petit peu plus frais vers la fin de la semaine. Et on aura un aperçu de l'automne, prévision saisonnière, qui est souvent émise par nos collègues de Météo Média qui sort ce matin. On surveillera de quoi aura l'air notre automne. Puis on va s'en reparler demain. En tout cas, la fin de l'été se passe plutôt bien avec ce c'est souvent un beau prolongement de l'été. Voilà. C'est vrai, juste pas trop chaud, juste parfait. Des nuits fraîches en plus. J'adore ça. Parlons de sport avec Olivier Pedret. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, la guerre à Gaza qui force Tennis Canada à présenter son prochain duel de la Coupe Davis à huis clos. Il y avait eu plus de 400 signataires qui demandaient justement l'annulation de ce duel Canada-Israël qui doit avoir lieu cette semaine justement à Halifax et sous la forte pression justement populaire, les organisateurs ont décidé de tenir à huis clos pour assurer non seulement la sécurité des joueurs et des joueuses, mais surtout des spectateurs qui auraient pu assister à l'événement parce qu'il y avait peut-être un risque trop grand pour eux et c'est pourquoi ils ont pris cette décision. On a les collègues qui étaient sur place à Halifax qui ont pu parler aux organisateurs ont dit qu'ils avaient l'air un peu ébranlés d'ailleurs par cette décision, une décision qu'ils n'attendaient pas, qu'ils n'avaient pas du tout prévue lorsque leur avait été attribué ce duel Canada-Israël. Mais force est constater que cette situation, cette guerre à Gaza, là, commence à s'inviter davantage dans le monde du sport. D'ailleurs, ça a fait beaucoup jaser au sein du peloton international en cyclisme. On a vu, entre autres en Espagne, ces manifestations. Il y a des grands prix qui s'en viennent en fin de semaine à Québec et Montréal. Ce Tour d'Espagne qui a encore une fois été victime justement de ces manifestations, victime d'une certaine manière, oui et non, là, mais je veux dire, ils ont pris une décision hier d'écourter encore une fois une étape, la 16e, à 8 km de l'arrivée. Ils ont décidé d'arrêter cette étape justement par mesure de sécurité. Ils l'avaient fait déjà dans le passé, lors de la 11e étape de mémoire justement de ce Tour d'Espagne. Il y avait eu aussi ce cordon là, qui avait bloqué le groupe, l'équipe Israël Premier Tech dans les débuts là, lors du contre-la-montre par équipe. Et donc hier, avec l'arrivée des cyclistes en prévision du Grand Prix cyclistes de Québec et Montréal, bien sûr que c'est un sujet qui est revenu à l'avant-plan. Les cyclistes se disent se sentir en sécurité, mais quand même, ils sont conscients de ce qui se déroule lors de ces courses. Je vous invite à écouter les cyclistes Dorian Godon de l'équipe Décathlon AG2R, la mondiale, et aussi Valentin Madois de l'équipe Groupama FDJ. C'est vrai que nous, cyclistes, on est un peu plus dans tout le monde, dans notre bulle et tout, mais j'espère que la sécurité s'est maintenue pour que personne tombe et que tout se passe très bien. Bien sûr qu'on a ce sujet de conversation, c'est un sujet qui est quand même important, qu'il ne faut pas négliger. Nous, on pense forcément à la sécurité des coureurs. On a envie que les coureurs soient dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir performer et faire leur métier. Donc à partir de là, forcément qu'on en parle, mais voilà, c'est un pays en guerre, ça fait partie du jeu. Et forcément qu'on en parle aussi chez les organisateurs de l'événement, toujours en discussion avec les services de police de Québec et Montréal. Donc, un gros casse-tête pour eux en prévision de ces courses qui vont se tenir vendredi et dimanche. Vendredi à Québec, dimanche à Montréal. Donc, d'assurer la sécurité de tout le monde sur 12 km parce que les boucles sont d'environ de 12 km. Donc, c'est quand même un gros périmètre à sécuriser. Encore beaucoup de travail d'ici le coup d'envoi de ces courses. Parlons de baseball. Les Blue Jays de Toronto qui ont arraché une victoire importante aux Astros de Houston hier. Oui, une victoire de 4-3 arraché en 10e manche grâce à un simple de Tyler Heineman qui a permis à Myles Straw d'aller marquer ce point gagnant, une victoire de 4-3 après que le lanceur partant Shane Bieber ait accordé justement ces 3 points en 5 manches et 2 tiers de travail. Donc, bonne nouvelle pour les Blue Jays qui ont peut-être connu des difficultés avec les releveurs là, au cours des dernières semaines. Bien là, ça a tenu le coup hier justement pour permettre cette victoire de 4-3. Et donc, au classement, on se maintient à 3 matchs d'avance devant les Yankees de New York et les Red Sox de Boston. Les Red Sox hier ont gagné contre les A's d'Oakland alors que les Yankees ont perdu. Donc, une victoire importante dans cette course aux séries éliminatoires, mais surtout pour préserver ce premier rang dans la division de l'Est de l'Américaine qui sera fort important pour les duels à venir dans ces séries éliminatoires. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.
À la une des quotidiens de ce matin, évidemment, ce qui va retenir l'attention plus tard aujourd'hui, c'est ce remaniement ministériel à Québec. Ça fait tellement de mois, de semaines qu'on en parle. Ce sera finalement aujourd'hui. En une du Journal de Montréal, on apprend que Yann Lafrenière ira à la sécurité publique. Je vous dirais que c'est la nouveauté du matin. On sait déjà que, et ça a été annoncé aussi par Radio-Canada, Bernard Drinville passera à l'environnement, Geneviève Guilbeault aux affaires municipales. Donc, Yann Lafrenière à la sécurité publique, c'est ce qu'on apprend ce matin dans le Journal de Montréal, qui fait également sa une avec Justin Trudeau, et on voit Justin Trudeau prononcer un discours, et le titre des discours à 130 000 $. On apprend que Justin Trudeau est de retour, en quelque sorte, si vous voulez, sur le marché du travail. Il a commencé à prononcer des discours. Il était à Séoul, nous dit le Journal de Montréal, pour présenter un discours. Il fait maintenant partie d'une agence où le premier ministre, donc l'ancien premier ministre Justin Trudeau, peut être appelé à prononcer des discours, et il semble que ce soit pas en bas de 100 000 $ canadiens ou américains qu'on puisse l'engager. Bref, vous trouverez ça en une du Journal de Montréal. Dans la presse de ce matin, la tête d'une éducatrice mise à prix. C'est en une du journal. C'est Nadine, c'est un nom fictif, et la journaliste Maïssa Ferrar nous raconte son histoire. C'est une éducatrice qui craint pour sa vie depuis plus d'1 an. Elle a changé de voiture, évite certains quartiers, regarde toujours par-dessus son épaule. Pourquoi? Parce que sa tête a été mise à prix en raison d'interventions qu'elle a faites dans son travail d'éducatrice en centre jeunesse, et que des gens, donc un adolescent lié aux gangs de rue, a mis sa tête à prix 12 000 $, mécontent donc de ses interventions auprès de lui. Elle ne sent pas qu'elle a été beaucoup appuyée par son employeur. C'est ce qu'elle dit dans l'article. Elle affirme avoir été laissée à elle-même. Ma sécurité vaut moins que la confidentialité de son dossier. Il a scrappé ma carrière, dit-elle en entrevue à la presse. Travailler en centre jeunesse n'est pas évident, et moi, j'aimais ça. Semble que ses supérieurs ne peuvent pas l'informer, par exemple, des allées et venues du jeune, puisque son dossier est confidentiel. Voilà pour la presse de ce matin. Vous retrouverez en une du Devoir des parents d'élèves qui doivent 23 millions de $ au réseau public. Ce sont des centres de services scolaires un peu partout au Québec qui accumulent des millions de dollars en frais impayés par des parents, notamment pour des services de garde, pour du matériel pédagogique. C'est difficile d'aller récupérer ces sommes-là, et ce serait important, surtout, nous dit le Devoir, et nous rappelle le Devoir, qu'on est en train d'essayer le plus possible dans les centres de services scolaires d'équilibrer les budgets. On sait que chaque dollar est important. Photo également, une du Devoir du Népal. Le gouvernement a renversé son palais en flammes. Il y a eu plusieurs manifestations violemment réprimées au Népal ces derniers jours, et on nous fait état de la situation donc dans ce pays. En une du Globe and Mail, il est entre autres question de cette compagnie. La compagnie Teck Resources, c'est une compagnie qui est basée à Vancouver, qui fait notamment c'est une compagnie minière, donc, qui sera avalée vraisemblablement par une compagnie américaine, donc British Mining, Anglo-American PLC, c'est le nom de l'entreprise qui va donc acheter Teck Resources, qui est une importante compagnie minière du Canada. Sinon, dans le soleil, j'attire votre attention parce que ça fait 10 ans depuis la construction du centre Vidéotron à Québec, et on nous raconte, Michael Lalancette nous raconte dans le Devoir ce matin, 10 ans du centre Vidéotron, le vestiaire qui n'a jamais existé. On apprend dans cet article que c'est Régis Labaume, à l'époque, l'ancien maire de Québec, qui avait dit non, on ne va pas construire un vestiaire pour accueillir une équipe de la Ligue nationale tant que ce ne sera pas fait. Si jamais on a une équipe, on pourra construire le vestiaire. C'était, semble-t-il, plusieurs millions de dollars supplémentaires, la construction de ce vestiaire au centre Vidéotron. Et je termine en vous parlant du site Radio-Canada.ca. Nos collègues Daniel Thibault et Laurence Martin nous disent ce matin qu'il n'y a pas d'oléoduc sur la liste des projets d'intérêt national. Vous savez, c'est cette liste de projets que le gouvernement Carney veut prioriser. Il était question à un certain moment, et ça avait fait l'objet de fuites dans les médias, d'une liste avec un projet d'oléoduc qui partirait d'Alberta vers la Colombie-Britannique. Mais finalement, on voit qu'il n'y a pas, dans la liste actuelle, en tout cas consultée par nos collègues, ou que nos collègues ont été en mesure d'avoir des informations sur cette liste-là, qu'il n'y a toujours pas de projet de pipeline sur la liste en question, à lire ce matin sur le site de Radio-Canada.
On va parler maintenant à Julie-Jasmine Boudreau du Festival de la Ville de Québec. Bonjour Julie-Jasmine. Oui. Un festival de cinéma qui s'ouvre aujourd'hui, le 14e. Oui, les femmes d'abord. Alors ça, c'est le fil conducteur cette année. La place aux femmes dans le 7e art, bien sûr. On parle soit de personnages féminins ou d'œuvres réalisées par des femmes. On met ça de l'avant. Et j'ai jasé hier avec Hugo Latulippe, lui qui est cinéaste, mais surtout à la tête du festival depuis 3 ans, directeur général, directeur artistique. Et il m'a vraiment expliqué à quel point, depuis 3 ans, ils ont défini leur terrain de jeu en ayant vraiment une orientation et une singularité. Alors, on va l'écouter. On est parti du fait qu'on est dans la capitale politique du Québec, puis on s'est dit, c'est ça qui va singulariser notre festival. Donc, on a pris un virage social-politique. Ça veut dire qu'on s'intéresse à certaines questions qui traversent la société québécoise, canadienne, l'immigration, les narrations des Premières Nations, la question écologique, la géopolitique, etc. Donc ça guide un peu nos choix. C'est le fil rouge de notre programmation. Alors, quand on dit le festival le plus citoyen au pays, c'est ça. C'est-à-dire une orientation citoyenne, des grands thèmes, des points de vue, bien sûr. Là, on parlait de points de vue féminins, entre autres. Et ce qu'on veut, c'est-à-dire, c'est réunir des gens et les faire réfléchir ensemble. Comme par exemple, dans les prochains jours, il y aura un documentaire sur une ancienne présidente de la Slovaquie. Ce qu'on a fait, c'est qu'après, il y aura un entretien, une discussion avec d'anciennes parlementaires pour comprendre le rôle des femmes en politique et les enjeux. Comme par exemple, Catherine Fournier sera là, mairesse de Longueuil. Les stéréos, Véronique Yvon et Agnès Maltais. Donc, ça, c'est samedi. Puis, en résumé, le fait d'avoir pris cette orientation-là, on note une forte présence chez les 18-40 ans dans ce festival. Donc, de dire que ces jeunes publics, sont peut-être plus devant leurs écrans ou devant les plateformes. Bien là, on constate que quand on met des sujets qui les interpellent dans des conditions qui les interpellent, bien, ça fonctionne vraiment très, très bien. Alors, il y a une centaine d'œuvres qui seront présentées dans les prochains jours. Ce soit en film d'ouverture, 1000 secrets, 1000 dangers, qui a eu sa première mondiale à TIFF il n'y a pas très longtemps, qui a été très, très bien accueillie. On dit que, toute l'équipe du film sera là. Et aussi, il y a un paquet de projections en plein air, je pense à la Place Douville, entre autres. Alors, si jamais ça vous dit, c'est jusqu'à dimanche, c'est le Festival de cinéma de la Ville de Québec. On s'est parlé hier et même la semaine passée du documentaire 2 de Céline Dion qui s'était diffusé sur la chaîne M6. Vous nous disiez, M6 a un pendant international. Oui. On va être en mesure, si on s'abonne, de voir ça au Québec. Ah, finalement, non. 2 heures avant la diffusion. Petit problème. On reçoit un courriel, nous, les médias, nous disant qu'on a dû, abandonner la diffusion pour une question de droit. Ah bon? Imaginez-vous. Donc, des extraits musicaux, des images d'archives qui n'ont pas été libérées de droit. Et ce qu'on comprend, c'est que ça n'a pas été fait pour le territoire nord-américain. Et la relationniste m'a expliqué, c'est ça, c'est une émission qui est produite par des producteurs en France, donc avec des archives probablement télévisuelles de la France définies pour ce territoire-là. Alors, et M6 a écrit dans son courriel, regrette les désagréments occasionnés et c'est à suivre. Genre les gens qui se sont abonnés comme pour moi. Un mois minimum en espérant voir effectivement le documentaire. Le maïs soufflé déjà dans le micro-ondes. C'est raté. Ce sera pas possible. On apprend ce matin que la formation musicale K1 se sépare. Après 25 ans d'existence, vous allez pouvoir retrouver ce papier-là de Cédric Bélanger dans le Journal de Montréal qui nous explique que Steve Veilleux et sa bande ont décidé de prendre des chemins différents et de choisir leurs propres termes. Alors d'ailleurs, le groupe va lancer ce vendredi un album. Ensuite, il y aura une tournée, mais ce sera une tournée d'adieu. Et on dit ils disent aussi... OK, ils se séparent, mais pas tout de suite. C'est ça. Okay. Mais que c'est mûrement réfléchi et ils ne feront pas comme Kiss, là. Il n'y aura pas 3-4 tournées d'adieu, ça n'arrivera pas. Ouais. Alors, voilà. C'est vrai que c'est à la mode, ça. Notre dernière tournée, finalement, une couple d'années plus tard. Oh, la dernière des dernières. Parlant de tournée, Lady Gaga va s'arrêter à Montréal. Oui, ça a été annoncé hier. Alors, 2 et 3 avril prochain, pour le 2e volet de sa tournée, de son album, son fabuleux album Mayhem, qui est sorti au printemps passé. Les billets seront en vente lundi midi et on aura un gros mois d'avril 2026, Mathieu, parce qu'on a appris hier que la formation canadienne Glass Tiger sera aussi en spectacle. Deux styles différents, deux publics différents, certainement. En tout cas, si vous les avez manqués au FEC cet été, Gatineau, Québec, vrai, Montréal, du 23 au 25 avril. Et c'est ce vendredi, 10h, que les billets seront en spectacle. Ça, c'est pour Glass Tiger. Merci beaucoup, Julie-Jasmine. Bonne journée.
Jean-Philippe Robillard, maintenant, se joint à nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Je le disais au début de l'émission, l'OTAN et la Pologne sont sur un pied d'alerte. La défense anti-aérienne de l'OTAN et l'armée polonaise qui ont intercepté des drones russes dans l'espace aérien polonais. Ça s'est donc déroulé au cours des dernières heures, au courant de la nuit, alors que Moscou lançait une attaque contre l'Ukraine. Oui, effectivement. Donc, les engins qui ont été abattus. Et cette intrusion de drones russes dans l'espace aérien de la Pologne, c'est la première, Mathieu, depuis le début de la guerre en Ukraine. Eh bien, ça a été dénoncé par la Pologne qui a parlé de provocation, qui a parlé également d'actes d'agression. Il y aurait eu près d'une vingtaine de drones. Il y en a 3 qui auraient été interceptés et abattus. C'est ce que vient tout juste de dire le premier ministre polonais par l'armée polonaise, mais également par l'armée des Pays-Bas qui a aidé la Pologne dans cette opération, dans cette intervention militaire. Il n'y a pas eu de victimes, mais pendant plusieurs heures, là, tout l'espace aérien polonais a été fermé, là, ce qui a, entre autres, paralysé le principal aéroport du pays, de même que des petits aéroports en région, en Pologne. Le premier ministre polonais qui a demandé également, Mathieu, à l'OTAN d'activer l'article 4 du traité de l'organisation qui prévoit des consultations entre les alliés de l'OTAN en cas de menace. De son côté, il y a Moscou qui a indiqué que son chargé d'affaires en Pologne a été convoqué par Varsovie pour discuter de ce dossier-là, voir ce qui est arrivé finalement. Oui, il y aura des développements certainement au cours des prochaines heures. Ce sera à suivre de près parce que, bon, cette intrusion de drones russes a déjà suscité plusieurs réactions de pays alliés de l'OTAN. Oui, et ça en suscite beaucoup à l'heure où on se parle là, sur les fils de presse. Là, si vous regardez, Mathieu, là, ça n'arrête pas de rentrer. Donc, évidemment, ça suscite beaucoup de réactions. Vous l'avez dit, il y a le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui est estimé que la violation de l'espace aérien polonais, ça constitue un dangereux précédent, selon lui, pour l'Europe et qu'il ne s'agissait pas d'un accident, selon lui. Donc, on semble comprendre que pour le président ukrainien, ce sera un acte délibéré de Moscou. Il y a également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a dénoncé une violation dangereuse et encore là, sans précédent de l'espace aérien polonais pour la Russie. On l'écoute. Nous venons d'assister aujourd'hui à une violation dangereuse et sans précédent de l'espace aérien polonais et européen par plus de 10 drones Shahed russes. L'Europe affirme sa pleine solidarité avec la Pologne. Le message de Poutine est clair et notre réponse doit aussi d'être claire. Nous devons mettre plus de pression sur la Russie pour qu'elle vienne à la table des négociations. Il faut plus de sanctions. Nous travaillons actuellement sur un 19e paquet de sanctions en lien avec nos partenaires pour mettre fin rapidement aux exportations russes de pétrole, en s'attaquant à leur flotte fantôme et en faisant pression sur les pays tiers. Alors, c'est un dossier, bien sûr, que nous allons suivre aujourd'hui, là. On vous retrouve dans nos radiojournaux un peu plus tard ce matin avec les plus récentes informations. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Ce qu'on va surveiller aujourd'hui, évidemment, à Québec, l'histoire, ça va être ce remaniement ministériel. Il y a encore des éléments de surprise dans ce remaniement-là. On connaît bien sûr certains ministres qui vont changer de portefeuille ou qui vont même quitter le Conseil des ministres, mais il y aura des éléments nouveaux au cours de cette journée. C'est aussi la journée Bloquons tout en France, mobilisation aujourd'hui pour manifester contre les mesures d'autorité du gouvernement, plusieurs syndicats, plusieurs organisations. D'ailleurs, nous irons plus tard ce matin joindre notre correspondant en France, Frédéric Arnould, qui sera sur le terrain pour nous rapporter ce qui se passe. Voilà pour cette édition d'À la Une. On se retrouve demain matin. Sinon, je vous reparle bien sûr dans les radiojournaux plus tard ce matin. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.